De m'accueillir parmi vous et je vous rassure tout de suite, tout à l'heure je serai prêt à répondre à toutes les questions, y compris éventuellement les plus polémiques. Étant gascon et aimant bien la castagne, ça ne me dérangera pas d'entrer dans la polémique. Mais bon, je sais que ça restera de bonne tenue. Je sais, comme l'a souligné notre ami, que l'Algérie est un sujet très sensible pour nous en franco-français parce que nous avons dans notre pays des histoires très contrastées dans nos familles, dans nos communautés, à propos de l'Algérie d'avant. Mais l'Algérie jusqu'en 62, le problème c'est qu'aujourd'hui, vous le savez bien, ces braises mal éteintes, les injustices et tout ce qui a été fait à cette époque continue à rejaillir sur notre regard concernant l'Algérie, sur le regard que nous portons sur l'Algérie d'aujourd'hui et sur les Algériens en France. Donc c'est sûrement très compliqué de garder l'esprit lucide, la tête froide, et en tout cas ça a été une de mes obsessions pendant les 2 ans pendant lesquels j'ai préparé ce livre. Ça a été de rester le plus serein possible et de travailler, comme j'ai pu l'écrire, sans œillère particulière, en regardant tout, sans complaisance non plus à l'égard de qui que ce soit. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je ne parle pas, ou très peu finalement, ou par raccro nécessaire, de la guerre d'Algérie, de la guerre de libération nationale, comme disent les Algériens, des événements d'Algérie. En fait, mon histoire commence à 62, c'est 50 ans d'indépendance algérienne, le vrai état des lieux. Mais évidemment, il y a des rappels nécessaires sur les années 50 pour mieux comprendre la genèse, la matrice du pouvoir algérien aujourd'hui. Alors, ma science est celle, évidemment, d'un journaliste qui a fait des études d'histoire naguère, qui s'intéresse au monde depuis longtemps et qui a parcouru l'Algérie depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai découvert l'Algérie au moment de la guerre contre le terrorisme islamiste en Algérie. C'était une époque, je pourrais répondre tout à l'heure à des questions, où quand on allait là-bas comme journaliste, on était systématiquement attendu par des policiers algériens qui étaient évidemment chargés de protéger le journaliste, mais aussi de le surveiller et de renseigner les services pour savoir qui il allait rencontrer. Et croyez-moi, au bout de quelques voyages sur place, nous devenions amis avec les policiers en question. On avait souvent le même âge, c'était il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Et nous devenions amis et on apprenait des choses passionnantes sur l'envers du décor. Et le travail de protection continue à se faire. Le travail de surveillance et de renseignement sur le journalisme tombait complètement à l'eau. Et j'ai de merveilleux souvenirs avec mes charmants policiers algériens qui étaient de tout cœur avec les gens qui pouvaient être critiques à l'égard de ce pouvoir. C'était assez drôle de voir ces gens-là supposés défendre le régime et l'État policier, étant en fait déjà à l'époque pas du tout dupes de ce pouvoir et étant d'excellentes sources à leur tour d'informations pour les journalistes qui allaient sur place. Alors, l'Algérie, si vous voulez, c'est très difficile d'en parler encore aujourd'hui, pas seulement pour ces raisons historiques et d'affect dont nous avons parlé, c'est parce que c'est un monde, encore aujourd'hui, et vous allez le voir à travers ce que je vais développer un peu, c'est un monde vraiment marqué par l'opacité, les faux-semblants, les manipulations, les ombres. Et c'est très curieux de voir que le Jeune Afrique de cette semaine, le numéro du 14 avril, fait une couverture sur l'Algérie. Algérie, le géant qui a peur de son ombre. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. En réalité, c'est un pays qui a peur de ses ombres, les ombres portées de l'histoire. Les Algériens les subissent. On est en plein dans un théâtre d'ombres qui dissimule une grande violence, violence politique, historique, violence sociale, policière. J'expliquerai pourquoi. Et cette violence, ce n'est pas seulement celle du régime, ce sont les violences de la société et les violences aussi des opposants au régime. Alors, pour aller un peu au cœur des choses dans différents domaines, en sachant que je passerai vite sur certains sujets, mais je reviendrai volontiers sur les questions, je vous propose 4 thèmes, 4 entrées possibles dans ce sujet que je vais développer un tout petit peu au fur et à mesure. Premier thème,
c'est important, ça explique tellement de choses, on ne le comprend pas tout de suite en Algérie, mais progressivement, ça devient obsessionnel. Le premier thème, c'est le poids étouffant de la mémoire. Le poids étouffant de la mémoire dans ce pays, parce que la mémoire est faussée, ou interdite, ou récupérée, ou manipulée. Le deuxième point important, et qui découle de ce premier point, de cette mémoire faussée ou interdite, ou captée, ce deuxième point, c'est la violence consubstantielle au régime politique, à la politique algérienne, au sens très large. On est dans un domaine de violence, je vous l'ai dit, avec des éruptions de violence extrêmement fortes, sur lesquelles je vais revenir aussi. Pour résumer, 1962, acte fondateur, le régime naît dans la violence. 1988, c'est le printemps algérien, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Et puis, 1992 et les années qui ont suivi, cette fameuse guerre au terrorisme, l'Algérien d'aujourd'hui, des nouvelles générations, baigne dans la violence depuis toujours. Et si lui-même ne se souvient pas des années d'extrême violence, il y a toujours dans sa famille un frère, un grand frère, un oncle, un père ou un grand-père qui lui rappellera les années de violence. Et ça n'est pas innocent au regard de ce dont vous avez peut-être parlé la fois précédente sur le Maroc, sur le thème des printemps arabes. Ça explique en grande partie pourquoi l'Algérie est aussi calme aujourd'hui. J'y reviens. Troisième thème qui me semble intéressant, c'est la maladie chronique de l'économie algérienne. L'Algérie est un pays extrêmement riche, avec des gens extrêmement pauvres. C'est un géant qui s'ignore. C'est le géant qui a peur de son ombre, le géant qui est victime de sa richesse, notamment du gaz et du pétrole. Il est comme affaibli par cette rente pétrolière et gazière qui devrait au contraire lui permettre d'être le géant de la Méditerranée, ce qu'il n'est pas. Enfin, le quatrième point, quatrième chapitre, qui découle en fait, j'espère logiquement des trois précédents, c'est le désenchantement profond, mais terrible, triste à mourir, de la société en Algérie. Un désenchantement qui touche pratiquement toutes les générations, et notamment la jeunesse, qui est à la fois social, économique, politique, dans ce refus d'imaginer des solutions possibles, culturel aussi, avec des conséquences d'ordre religieux. Ce désenchantement profond fait que l'on s'interroge évidemment en permanence sur l'avenir de l'Algérie dans le cadre de ces révolutions arabes et du printemps arabe. Alors, premier point, ce poids étouffant de la mémoire qui pour moi est essentiel pour comprendre en grande partie l'état d'esprit des Algériens d'aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est une mémoire interdite ou faussée ou récupérée. Il y a depuis 1962 dans ce pays, donc depuis la libération, depuis le départ des Français, il y a réellement une chape de plomb idéologique qui est tombée sur le pays et qui s'est imposée à tout le monde de la part du régime, ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait autrefois la propagande. Le mot paraît un peu daté, mais en réalité c'est la communication historique, l'éducation des jeunes générations est enserrée dans une chape de plomb qui impose une vérité qui est celle qui a été voulue, générée, entretenue par le régime qui se met en place en 1962, par les hommes qui se mettent en place au pouvoir en 62, qui souvent sont encore les mêmes 50 ans plus tard, avec un exemple emblématique, c'est Bouteflika. Il est ministre à 26 ans. 50 ans plus tard, il est président de la République pour la troisième fois. Et à côté de lui, il y a des gens de sa génération, 75, 76, 80, 82 ans, qui tiennent encore le pays. Je reviendrai aujourd'hui sur cette notion de direction du pays, cette opacité sur le véritable pouvoir. Mais sachez qu'en 1962, ce sont des hommes jeunes qui prennent le pouvoir. Ou à qui on donne le pouvoir, qui s'en empare en réalité. Ils ont 25 ans, ils ont 25-30 ans. Et ce pouvoir, ils ne vont plus le lâcher, y compris au moment des très fortes tensions entre frères d'armes. Cette génération qui vient au pouvoir va s'affronter
à plusieurs reprises dans des combats fratricides qui vont se solder à travers des violences extrêmes par la mort et l'élimination de ceux qui contestent cette chape de plomb, qui contestent ce régime qui se met en place à cette époque-là. L'enjeu de mémoire est très important, pas seulement en Algérie, vous le savez bien, dans tous les pays, la mémoire, l'histoire, tout simplement parce que dans la mémoire, il y a le pouvoir, les enjeux de pouvoir sont très forts, parce que qui entretient cette mémoire et cette chape de plomb est à peu près assuré de conserver le pouvoir, parce que ce pouvoir est légitimé depuis 50 ans par l'histoire telle qu'elle a été faite, puis imposée, puis verrouillée, formatée par l'équipe en question, les Bouteflika, le FLN et tous ceux qui l'ont suivi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 50 ans après, ça a commencé il y a 5, 8, 10 ans au maximum, des nouvelles générations d'historiens ont essayé de secouer cette chape de plomb. Des historiens qui souvent ont été obligés de venir travailler en France sur le passé de leur propre pays. Je parle d'historiens algériens. Ils se sont rendus compte qu'en Algérie, il était quasiment impossible de pouvoir rechercher, travailler sur l'histoire, et notamment l'histoire de la naissance de l'Algérie moderne en 1962, entre 54 et 62, parce que les archives sont interdites. Autant chez nous en France, on a mis du temps aussi à ouvrir les archives sur la guerre d'Algérie, et certaines ne sont pas communicables parce qu'elles touchent à des dossiers privés, des affaires très personnelles, mais globalement aujourd'hui, allez faire un tour au service historique de la Défense au fort de Vincennes, vous verrez qu'avec les papiers nécessaires, les recommandations qu'il faut, si vous êtes chercheur, vous pouvez travailler assez librement sur les archives. Même les historiens algériens peuvent venir travailler. Certaines archives sont malgré tout, ou ont été depuis le temps interdites ou réintroduites dans la plus grande confidentialité, parce qu'à une époque, les gens du service historique de la Défense, ici, se rendaient compte que des chercheurs algériens venaient pour compulser des dossiers, et notamment des dossiers touchant aux ralliés algériens à l'armée française, dans les années 54-62, à des dossiers touchant à des prisonniers qui manifestement avaient parlé, et nos services historiques militaires ici se sont rendus compte que des historiens algériens récupéraient, en prenant des notes, des dossiers sur des gens qui ensuite étaient embêtés en Algérie. Heureusement, certains se sont rendus compte de cela, la vigilance s'est exercée et certains dossiers ne sont plus communiqués aujourd'hui. Malgré tout, ces historiens continuent à venir travailler et se plaignent en permanence de cette chape de plomb, de ces interdictions. Un des plus grands historiens algériens vivants, historien du FLN, Mohamed Harbi, longtemps le chantre du FLN, le chercheur officiel, si vous voulez, le Michelet de la révolution algérienne, Mohamed Harbi, très récemment, s'est plaint de cela, lui-même officiellement. C'est un peu l'historien officiel qui lui-même va dire que les historiens algériens en ont assez de cette histoire officielle. Des étudiants sont venus le voir il y a 2 ans pour lui dire « Monsieur le professeur, vous avez dit que vous avez fait don d'une partie de vos archives, très importantes archives, sur les débuts du FLN, sur les années 54-62 dans la clandestinité. Mohamed Harbi avait constitué un fonds historique énorme à partir duquel il a travaillé pour son histoire du FLN et à un moment il a livré, il a donné ses archives à la Bibliothèque nationale d'Algérie, croyant que ces archives allaient servir à ces jeunes historiens. Eh bien en réalité les jeunes sont venus le trouver en lui disant « Monsieur le professeur, où sont vos archives ? Je les ai données à la Bibliothèque nationale, nous ne les trouvons pas. » Après enquête, Harbi a compris que ces archives n'étaient plus communiquées, étaient interdites. L'histoire officielle qui se fait en ce moment est une histoire interdite. Un jour viendra très probablement où les historiens pourront fouiller dans ces archives. Il y a notamment le mythe, mais le mythe, un mythe réel, les 50 tonnes d'archives que le FLN dans la clandestinité, puis l'armée des frontières, l'armée de Boumedienne qui était au Maroc et en Tunisie, avait constitué les fiches
je reviendrai tout à l'heure sur l'appareil sécuritaire, les fiches constituées par l'appareil sécuritaire dans la clandestinité représentent 50 tonnes d'archives. Ces archives ont d'abord été entreposées à Oujda au Maroc, puis ensuite elles sont passées au Caire, elles sont revenues en Libye, et au moment de la victoire du FLN en 1962, ces archives ont été sous bonne garde récupérées en Libye et stockées quelque part à Alger, personne ne sait où, on pense que c'est dans une casemate, un coffre-fort quelconque. Ces archives font fantasmer beaucoup les historiens algériens parce qu'on estime qu'il y a énormément de secrets là-dedans et en tout cas, elles sont aujourd'hui incommunicables, personne ne les a jamais vues. Et on sait que dans ces archives, il y a une partie de l'histoire du FLN, la matrice qui a donné naissance à l'État algérien en 1962, avec ses grands moments, mais aussi toutes ces turpitudes. C'est pour cela que le régime, manifestement, ne veut pas que ces archives tombent entre toutes les mains. Un dernier mot sur cette histoire cachée, occultée. Les Algériens, très souvent, dans les débats, les colloques publics, à travers la presse algérienne, l'année du cinquantenaire de l'Algérie, c'était en 2012, les historiens algériens ne cessent de répéter, et en tout cas les historiens très proches du régime, nous demandons à la France la réciprocité. La France répond, nous sommes prêts à la réciprocité dans la consultation des archives. Et nous accueillons volontiers les chercheurs algériens. Mais quand les chercheurs français veulent aller en Algérie, vous le devinez, ils trouvent porte close et il n'y a aucune réciprocité. Petite anecdote sur la mémoire, j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir accompagner en octobre dernier un voyage de lecteurs Valeurs Actuelles en Algérie, enfin dans l'Algérois, et un voyage que nous avions organisé à l'occasion du cinquantenaire. C'était passionnant, nous avons vu beaucoup de choses, et j'avais inscrit dans ce voyage la visite de la Bibliothèque nationale d'Algérie, qui est l'équivalent de la Bibliothèque nationale de France. C'est un nouveau bâtiment, magnifique, ultramoderne. J'avais pris rendez-vous avec le directeur général de cette BNA, Bibliothèque nationale d'Algérie. Tout était calé. Le jour venu, tout fier, j'arrive avec mon groupe à la Bibliothèque nationale d'Algérie, et là, j'ai senti le coup fourré. Parce que dans le hall d'entrée, pratiquement personne, c'était désert. Je me suis adressé à l'accueil en disant « Voilà qui nous sommes, nous avons rendez-vous avec le directeur général ». Elle tombait des nues, la malheureuse hôtesse, elle ne savait rien, elle donne 2-3 coups de fil. C'est un peu l'affolement. Arrive un monsieur qui me dit « Bonjour, bienvenue, il s'agit de quoi ?» Il n'était au courant de rien. Je lui dis « Mais le directeur général, où est-il » Le directeur général, on ne sait pas, il n'était pas là. Après, j'ai eu plusieurs sources. Il était en visite dans une librairie, il était en voyage à l'étranger, il était aller voir sa vieille maman. Enfin bon, on m'a inventé plusieurs bateaux pour me faire patienter. Assez vexé, parce que j'avais 45 lecteurs qui piétinaient, je dis, mais il faut quand même que nous visitions vos salles. Bon. Et là, on a vu arriver une personne, une jeune femme, toute de noir vêtue, avec juste l'ovale du visage qui apparaissait, et qui a commencé à nous parler de la politique d'ouverture des archives. Nos lecteurs étaient polis, on sourit mais très discrètement, c'était surréaliste. Une fille couverte de la tête aux pieds, à part le petit ovale du visage, qui nous parlait, et les gants, qui nous parlait de politique d'ouverture. Premier choc. J'ai quand même un peu tapé du poing sur la table, j'ai demandé à voir une autorité. Et là, finalement, après une petite colère, on m'a emmené à l'étage administratif, et j'ai vu une personne qui s'est présentée comme le directeur général adjoint. Je commence à parler avec lui, je lui exprime ma colère, je le sentais un peu gêné, et en même temps, en discutant avec lui, j'ai vite compris qu'il ne connaissait pas grand-chose aux bibliothèques, à l'histoire, à la mémoire, et je lui ai dit à un moment, c'est un monsieur de 65 ans, je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes là depuis combien de temps? Oh, je viens d'arriver depuis 6 mois. Ah bon? Et que faisiez-vous avant? Je croyais qu'il allait me dire, j'étais conservateur en chef à Oran, Tlemcen ou ailleurs. Il me dit, je suis colonel de l'armée. Ah bon? Et alors vous étiez où? J'étais au département de la propagande du ministère de la Défense. Bon. Et là j'ai compris que ça n'allait pas aller très loin. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut quand même visiter les salles? Il me dit, oui, oui, je fais le nécessaire. Nous sommes allés dans les salles, donc la visite était un peu tronquée, et là dans les salles, nous avions parmi nous
des avocats, des notaires, des magistrats, des gens férus de droit. Ils vont dans les salles et un de nos voyageurs s'adresse à une jeune étudiante et lui dit « Pouvez-vous me montrer le département du droit, les rayonnages de droit ?» Et la fille lui dit « C'est là-bas, monsieur, au fond, à gauche. » Il s'éloigne et à ce moment-là, la fille l'appelle et tout bas en français lui dit « Monsieur, monsieur, ici c'est terrible, on n'a rien pour travailler. » Je n'invente pas, hein. On n'a rien pour travailler, vous allez voir, vous allez être déçus. Ah bon, merci. Il va et avec d'autres confrères magistrats, ils vont faire leur tour, moi j'étais ailleurs, ils reviennent et après dans l'autocar, petit débriefing général, et eux m'ont dit, les livres qui sont en rayonnage ont 20 ans. Tout est obsolète, rien n'est à jour. Tout ce qui est jurisprudence, tout ça, ça a 20 ans d'âge. Donc ça vous traduit quand même l'état possible de la recherche en Algérie, en partie obsolète. Et puis après, le lendemain, on avait un guide, Saïd, et Saïd a une épouse, et la meilleure amie de son épouse, par chance pour nous, est administrative à la Bibliothèque nationale d'Algérie. Le lendemain matin, Saïd me dit, hier soir, nous avons eu un appel de l'amie de mon épouse qui travaille à la BNA, elle était au courant de cette visite, et elle était très, très déçue, très honteuse de ce qui s'est passé, et elle nous a expliqué. La Bibliothèque nationale d'Algérie, c'est un refuge pour apparatchiks, personne ne travaille, rien ne fonctionne. Le fichier informatisé que vous pouvez voir à la BNF ici, où l'on retrouve tous les livres possibles, le fichier informatisé est en panne depuis longtemps. Quand sera-t-il réparé? Un jour peut-être. Le transport automatisé, vous savez, des documents qui viennent des sous-sols ou des tours, ne fonctionne pas depuis combien de temps? Depuis longtemps. Sera-t-il réparé? Un jour peut-être. Voilà, à travers ces anecdotes que je trouve significatives, où on est en quelque sorte la recherche dans le plus bel établissement de mémoire en Algérie, la Bibliothèque nationale. De cette mémoire tronquée sortent des attitudes, on distingue, on devine des conséquences dans l'approche politique du pays. Si cette histoire est tronquée, c'est parce qu'il y a des enjeux de pouvoir. Et quand ces enjeux de pouvoir sont menacés, on en réfère systématiquement à l'histoire officielle, et tous ceux qui critiquent l'histoire officielle sont de fait déclarés traîtres à la nation, traîtres à la révolution, qui est l'insulte suprême. Eh bien, au fil de l'histoire, dès 1962 et même avant, des gens ont voulu, des Algériens, combattants de la libération, héros de guerre, ont voulu contrebattre cette propagande officielle, et notamment cet État autoritaire et intrinsèquement violent qui s'est mis en place à travers le régime du parti unique, c'était le FLN, associé ou soutenu et protégé par ce qu'on a appelé longtemps la SM, la sécurité militaire, qui depuis est devenu le DRS, département renseignement sécurité, mais c'est la même chose. L'ASM, le DRS, mais l'ASM a un ancêtre qui, dès la clandestinité, dès les années 54-62, va verrouiller en quelque sorte le système politique qui va arriver aux affaires en 62. Ce système, c'est le ministère algérien des liaisons générales, le MALG, on dit le MALG, c'est pas la peine de retenir, c'est l'ancêtre de l'ASM, et ce MALG va être l'ossature de l'appareil sécuritaire qui va prendre en main le pouvoir d'une part, politique, la société algérienne, jusqu'à aujourd'hui. Le MALG est une structure de renseignement et d'action qui va en permanence soutenir l'état-major de l'armée extérieure, et vous allez voir les conséquences sur l'armée intérieure, c'est-à-dire Boumedienne et ses amis. Le MALG est tenu par des gens qui sortent des écoles du KGB. Pendant toutes les premières années, le MALG et la sécurité militaire vont former leurs officiers, leurs cadres au KGB à Moscou. C'est ce qu'on appellera les promotions tapis rouge. Et pendant toutes ces années 60, la sécurité militaire algérienne est tenue par les anciens du MALG qui eux-mêmes sont formés au moule du KGB. Eh bien, avec cette formation, ces structures extrêmement rigides vont se succéder une série de crises internes qui vont permettre au régime de se consolider et d'écarter un à un tous les
frères ennemis rebelles, tous les traîtres à la Révolution. Ça commence dès l'été 1962. Accord d'Évian, mars 1962. Indépendance officielle de l'Algérie, juillet 1962. Les Français, les militaires français se retirent. Les pieds noirs sont chassés ou partent d'eux-mêmes. La valise ou le cercueil. Les cadres français quittent le pays. Et à ce moment-là, au cœur de l'été 62, on assiste à une course de vitesse à mort, en quelque sorte, entre l'armée de l'extérieur, ce qui était en Tunisie et au Maroc, commandé par Boumedienne, l'état-major de l'armée de libération nationale, course de vitesse pour la prise du pouvoir contre les troupes, les katibas, les wilayas de l'intérieur, c'est-à-dire les maquisards, les félagas que l'armée française pouvait affronter. Eh bien, en quelques semaines, l'armée de l'extérieur, qui était restée l'arme au pied quand les wilayas de l'intérieur étaient réduites à presque rien par les offensives de l'armée française. Vous savez que l'armée, je ne vais pas m'appesantir, l'armée française en 62 avait quasiment cassé tout l'appareil militaire du FLN à l'intérieur de l'Algérie. C'était une victoire militaire pour l'armée française, ça a été perdu politiquement pour toutes sortes de raisons, mais les félagas, les katibas de félagas de l'intérieur étaient anéantis. L'armée de l'extérieur, Boumedienne, avait laissé faire ça pour être sûr de pouvoir mieux prendre le pouvoir. Malgré tout, pendant l'été 62, il reste encore des félagas, notamment à Alger, la fameuse Wilaya 4. Eh bien, on va assister à des règlements de compte et des morts par centaines, par milliers, dans certaines wilayas. Les wilayas, c'est les préfectures de l'Algérie. L'armée venue de l'extérieur, aux ordres de Boumedienne, va éradiquer les katibas hostiles au pouvoir du FLN au prix d'un bain de sang qui va tuer des milliers de personnes et qui, des années après, et c'est incroyable comme on assiste à des résurgences de ce type, des années après, en Kabylie, dans les Aurès et même dans l'Algérois, vont produire finalement des résurgences au moment de la guerre contre les islamistes. On se rend compte, quand on étudie de près, ce qui s'est passé l'été 62 et à partir de 92-96, que dans certains cas, des douars entiers qui s'étaient battus contre Boumedienne et l'armée de l'extérieur en 62 ont pris fait et cause pour les islamistes dans les années 92-96 et l'armée algérienne, aux ordres du FLN et du régime, a tapé avec la même force, la même cruauté ces douars de 92-96 qu'elle l'avait fait en 1962. Donc des oppositions historiques, sociologiques, culturelles, politiques ont ressurgi des années après ce bain de sang de 1962. Il y a eu ce bain de sang de l'été 62 et ensuite tout au long des années 60, cette violence intrinsèque du pouvoir et de la politique en Algérie se traduit par une série d'éliminations de chefs éminents de la révolution algérienne, de ceux qui avaient combattu la France et les Français, qui vont être systématiquement éliminés, égorgés, pendus, explosés dans leur voiture. Je ne vais pas en citer tous, mais il y a des noms peut-être pour les plus anciens qui diront des choses. Ça commence par Aban Ramdan, un des grands noms de la révolution algérienne dès 1957. Après, vous avez Mohamed Kider, Krim Belkacem, et un des derniers, un des plus éminents, qui représentait un espoir pour les Algériens en 1992, Mohamed Boudiaf. Boudiaf, qui était un des grands noms de la révolution algérienne, qui s'était exilé au Maroc parce que ce qu'il voyait en Algérie ne lui plaisait pas. Boudiaf est rappelé en 1992 parce que le régime est aux abois. Il arrive, pendant 6 mois, il fait le constat et il décide de nettoyer les écuries d'Augias. Il est tué en juin 92, assassiné par un officier de sa garde. On a dit c'est un islamiste fou, exalté. En réalité, le régime s'est débarrassé de Boudiaf parce qu'à ce moment-là, c'était le seul qui allait pouvoir réellement, avec sa légitimité historique, pouvoir nettoyer, casser les privilèges, supprimer les prébendes et remettre l'Algérie sur les rails. Quand on interroge aujourd'hui des Algériens de 20 à 60 ans, vous leur dites quel est le grand personnage historique de ces 50 dernières années, la très grande majorité vous répond Boudiaf. Boudiaf, le martyr, assassiné en 92, l'espoir assassiné pour eux. Eh bien, il y a eu toute une série comme ça
de chefs politiques éliminés par le pouvoir, éliminés par Ben Bella, par Boumedienne, par les généraux qui se sont succédés, jusqu'à Bouteflika, l'actuel président, qui lui-même est l'héritier de ce régime. Il n'a jamais quitté l'ombre du pouvoir depuis son premier ministère en 1962. Il est resté, je crois, 23 ans ministre des Affaires étrangères. Alors, ce régime qui naît en 62, régime de fer, régime policier, régime militaire, appuyé sur l'Union soviétique, on est en pleine guerre froide, ça compte, va quand même commettre des erreurs monstrueuses qui produisent les effets aujourd'hui. Mais les premiers effets se font sentir dès 1988. À la fin des années 80, à force d'avoir copié le système soviétique et avoir transformé l'Algérie en système soviétoïde ou soviétisant, de l'industrie industrialisante dans ce pays qui ne pouvait pas le supporter, ce qui signifiait l'abandon de l'agriculture, ce qui signifiait un exode rural monstrueux, amenant les paysans dans les grandes villes, paysans qu'il fallait loger, on les a mis dans des clapiers. Ceux qui sont allés en Algérie savent comment les banlieues des grandes villes sont aujourd'hui mitées par des constructions de type HLM dont on aurait honte, même à Sarcelles ou ailleurs, si vous voulez. Des trucs construits par les Allemands de l'Est hier, aujourd'hui par les Chinois. Les populations chassées des campagnes par la ruine de l'agriculture sont venues s'entasser dans des bidonvilles à la proximité des villes. Ça a été un effondrement social et économique qui se manifeste clairement en 1988. Et là, c'est la première et pour l'instant la seule vraie révolution algérienne depuis 1962. C'est le printemps algérien, c'est ce qui explique, et je vais vous dire pourquoi, c'est ce qui explique que les Algériens ne veulent plus de révolution. Octobre 1988, le peuple en a assez, se soulève dans toutes les grandes villes algériennes. La répression est féroce, terrible, il y a des centaines de morts, on n'a jamais su combien exactement, parce que je le disais tout à l'heure à quelqu'un, les chiffres en Algérie, les statistiques, j'en ai dans mon livre, mais il faut se méfier, tout est truqué, les Algériens eux-mêmes le reconnaissent. Il y a eu des centaines de morts. Le régime a été tellement secoué, le FLN était tellement aux abois, ayant perdu tout crédit. À ce moment-là, les militaires qui sont quand même au courant d'un certain nombre de choses se disent « ça ne peut pas durer comme ça ». Au même moment, il y a la perestroïka en Union soviétique. 88, l'Union soviétique a entrepris une politique de réforme. Le soutien de Moscou à Alger n'est plus comme avant. On est en train de sortir de la guerre froide. Le régime algérien est affaibli. Et il va lâcher du lest. En 1988, c'est la suppression du régime du parti unique. On autorise une vie démocratique à peu près cohérente, à peu près libre. On assiste à une floraison de partis. L'armée promet qu'elle se retire du jeu politique, en partie, c'est vrai, mais elle reste quand même en embuscade. Les événements suivants vont le prouver. Entre 1988 et 1992, retenez ces dates, c'est le printemps algérien. Liberté d'expression, de communication. C'est un moment exceptionnel qui a été payé très cher par des centaines de morts et qui va se terminer dans l'horreur. Parce qu'entre 88 et 92, le FLN étant dévalorisé, démonétisé, les autres partis laïcs ayant plus ou moins fricoté avec le pouvoir sont eux-mêmes un peu déconsidérés, une force va émerger, une force va arriver à cristalliser les attentes de la population, les attentes sociales, mais aussi les attentes culturelles, les attentes religieuses, les attentes de valeurs dans cette société totalement matérialiste, coupée des réalités. Eh bien, cette force qui émerge, qui va cristalliser ces aspirations, c'est, vous l'avez deviné, le Front islamique du salut, c'est-à-dire le grand parti islamiste. Et progressivement, avec le recul, c'est facile, mais c'est frappant, on voit le grignotage des islamistes dans la société algérienne. Ça commence par la création de services sociaux, tout ce que l'État ne faisait plus, des pharmacies, des garderies, des écoles, des centres d'assistance aux mamans. Petit à petit, ces services sociaux vont se traduire par la prise de pouvoir politique au niveau des municipalités, puis après au niveau des wilayas et des circonscriptions législatives. En 1900
90, les islamistes gagnent la quasi-totalité des grandes municipalités. En 1991, premier tour des législatives, c'est un raz-de-marée islamiste. Ils sont à quelques dizaines de voix d'une majorité absolue. Le FLN est tombé à 5%, les islamistes sont à 49%. Le second tour est prévu début janvier 92, et là, on sait que l'on va vers une majorité et une prise de contrôle totale, absolue du pouvoir politique par les islamistes, avec un programme qui peut faire peur. C'est la charia, enfin en tout cas, c'est l'imposition de la loi islamique selon le programme annoncé par les islamistes. Eh bien là, l'armée qui était derrière, qui surveillait tout ça, il y avait des débats très forts au sein de l'armée. L'armée se dit, si les islamistes prennent le pouvoir, c'est la fin du régime né en 1962, c'est la fin surtout de toutes les prérogatives, de tous les privilèges, de tout ce qui a fait la richesse de dizaines et de centaines de généraux et de colonels pendant toutes ces années 62-92. Eh bien, c'est le coup d'État militaire, c'est le putsch, un haut comité d'État prend le pouvoir. 1992, le printemps algérien s'arrête, et s'arrête dans le sang, parce que 92 va ouvrir une période de guerre civile qu'on peut dire atroce, exceptionnellement meurtrière. Alors là encore les chiffres. 150 000, 200 000 morts en Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée, entre 1992 et 1999, avec des pics de massacres. Quand j'en ai fait le compte, on en a la nausée. J'ai relu toute la presse de cette époque-là. C'est incroyable comme tous les jours, la rubrique nécrologique est effrayante de meurtres, d'assassinats, de massacres, de dépeçages, d'éventrations, d'égorgements. Je m'arrête là. Dès entre 95-97, c'est le pic de cette guerre civile avec une élimination systématique par les islamistes en plusieurs phases. D'abord des corps en uniforme, policiers, gendarmes, militaires, douaniers. C'est un abattage, mais c'est un abattage industriel. Et les autres vont se défendre et vont à leur tour répliquer, les militaires, les policiers, les gendarmes, les douaniers, de façon terrible. Ce sont les intellectuels, les artistes, ceux qui n'arrivent pas à fuir assez vite, à venir se réfugier en France, tombent sous le couteau, les balles, dans des explosions, sont enlevés, beaucoup disparaissent. Et puis à un moment, à partir de 94, les étrangers, les religieux. Il y avait très peu de religieux catholiques ou chrétiens en Algérie. La plupart sont français, on va dénombrer à la fin 21 martyrs, 21 religieux, qui n'étaient pas des intellectuels, qui étaient religieux, qui témoignaient de quelque chose, d'une petite flamme, une présence, vont être égorgés, assassinés à Alger et partout, avec l'affaire emblématique que vous avez tous en tête, peut-être qu'il y aura des questions, les moines de Tibérine, mai 1996, 7 moines enlevés, tués dans des conditions qui restent en partie mystérieuses. Décapités. Là, on assiste à une période 92-99, avec le pic 95-97, une période terrible qui met un point final au printemps algérien et qui, aujourd'hui, est dans la tête de tous les Algériens. Quand vous les interrogez, vous leur demandez « Mais pourquoi il n'y a pas de printemps arabe chez vous, comme il y a eu en Tunisie, en Égypte, en Libye, ailleurs ?» Et tous, y compris les plus jeunes, vous répondent en souriant « Mais nous l'avons eu, notre printemps. » Ah bon ? 1988, 1992. Et pour eux, ces années-là de printemps, c'est synonyme de meurtre, de massacre de masse, de disparition massive, d'effondrement moral du pays. C'est un traumatisme dont ils ne sont pas sortis. Les plus jeunes ne l'ont pas connu. Et pourtant, enfin pas directement, mais ils ont entendu dans les familles, les grands-pères et les parents en parler. Et quand les grands-pères et les parents n'en parlent pas et que les enfants ou les plus jeunes interrogent, ils n'ont souvent pas la réponse et c'est encore pire. Il y a une zone grise, une ombre, hein, le géant qui a peur de son ombre, des ombres dans la société algérienne, dans la mémoire, pas celle de la guerre d'Algérie, celle des années 90. Et ça pèse. On le
On l'évalue mal quand on est en France, quand on regarde ça d'un peu loin, comme on a mal évalué le traumatisme du 11 septembre 2001 aux États-Unis, qui a justifié toutes ces guerres folles lancées par les États-Unis, mais attaquées sur leur sol, ils avaient ce traumatisme en tête et ça a justifié tout pour eux. Et bien de la même façon, aujourd'hui, ce souvenir, ce traumatisme des années de guerre et de massacre fait que les Algériens semblent passifs. Il y a d'autres raisons, j'y viens tout de suite quand je vais vous parler de l'économie, d'autres raisons, mais ce traumatisme est au cœur de ce souvenir qui reste verrouillé. Parce que quand Bouteflika est élu président en 1999, c'est à la fois sa force et aussi sa grande faiblesse dans la durée. Il décide une politique, lui et les militaires, ça avait commencé un peu avec lui, avec son prédécesseur, mais en gros c'est Bouteflika qui met en scène tout ça. Il décide une politique de concorde civile, de pardon. Pourquoi pas, il fallait en finir. Mais cette politique de pardon s'est révélée très pernicieuse parce qu'il n'y a pas eu, à la différence d'autres pays qui ont connu des moments très difficiles, je pense à l'Afrique du Sud, quand Mandela arrive au pouvoir, le régime d'apartheid est balayé, les Sud-Africains et Mandela, dans leur grande sagesse, décident de mettre en place une commission vérité et réconciliation. Vérité par la justice, par des procès qui souvent seront conclus sur des peines presque symboliques, sur des peines permettant au chef de l'État de gracier, de passer l'éponge, mais la justice sera passée à ce moment-là, les familles auront pu expliquer ce qui s'était passé, comprendre le sort de leurs proches, et ça a contribué à apaiser énormément l'Afrique du Sud. En Algérie, rien de tout ça. Ça a été réconciliation sans vérité. Il n'y a pas eu de procès. Le choix de l'Algérie, des dirigeants, ça a été de dire on oublie tout et on reprend la vie comme avant. Sauf que là encore, aujourd'hui en Algérie, c'est très difficile pour les Algériens d'en parler, même s'il y a des associations, des mouvements qui cherchent à continuer ce combat. Il ne faut plus parler des islamistes réintégrés dans la société qui ont du sang sur les mains. Les Algériens qui ont souffert des disparitions mises sur le compte des islamistes, mais aussi mises sur le compte des forces de police ou militaires, voient tous les jours des islamistes reprendre leur commerce et la vie normale, ou des militaires continuer à occuper leurs fonctions alors qu'ils ont du sang sur les mains et que la justice n'est pas passée. Et ça encore, dans la vie au quotidien en Algérie, c'est l'entretien du traumatisme sans assouvir la soif de justice qui est celle des milliers de familles dont des membres ont été tués ou sont portés disparus depuis 15-20 ans. Donc là, il y a une politique de réconciliation qui a permis de faire revenir dans le circuit, évidemment, des islamistes réintégrés dans l'économie et même la vie politique. Mais finalement, la justice n'étant pas passée, il y a une frustration réelle dans l'opinion. Mais le jeu des militaires et du pouvoir, c'est évidemment d'apaiser, d'en finir avec les guerres civiles, de faire revenir des islamistes, mais aussi, on le sait bien, ça a été de blanchir tous les militaires qui avaient du sang sur les mains. Des militaires qui aujourd'hui, quand ils quittent ou s'ils devaient quitter l'Algérie, seraient aussitôt arrêtés parce qu'ils ont des dizaines de plaintes sur le dos, à commencer par le général Khaled Nezzar qui a été l'éradicateur en chef de cette période, général en chef, patron de l'armée algérienne, ministre de la Défense. Khaled Nezzar est sorti il y a 2-3 ans, je raconte ça dans le livre, d'Algérie. Il est allé en Suisse pour se faire soigner. Il a été aussitôt arrêté par la justice helvétique. Il a été exfiltré sous promesse de revenir pour un procès. Mais tous les généraux et colonels algériens qui ont trempé dans cette guerre savent qu'aujourd'hui, s'ils sortent du pays, ils ont leur place à la Cour pénale internationale de La Haye. D'où cette politique de réconciliation apparente voulue par Bouteflika et le régime pour qu'ils puissent quand même vivre à peu près en paix dans leur pays. En réalité, rien n'est réglé de ce côté-là non plus. Le verrouillage continue sur ce plan-là. Alors, troisième chapitre, avant de terminer sur le désenchantement de la population, c'est celui de l'économie. Je vous ai dit que les chiffres étaient truqués. Bon, on a quand même un certain nombre de réalités qui sont celles
d'une économie a priori extrêmement riche et d'une population malheureusement très pauvre. C'est une économie qui fonctionne de façon aberrante, selon un modèle bien connu, qui a failli emporter notamment les Pays-Bas à une certaine époque. Quand les Pays-Bas découvrent le pétrole, c'est la folie, c'est l'euphorie. Et jusqu'au moment où les Hollandais se sont rendus compte qu'ils étaient en train de s'affaisser sur tous les plans, que l'argent facile généré par le gaz était en train de ruiner leur industrie et de ruiner la capacité de travail des Hollandais. Ça s'est appelé le Dutch disease, en anglais la maladie hollandaise, qui est aujourd'hui un terme consacré chez les économistes. Eh bien, le Dutch disease a frappé et continue de frapper, de ronger l'Algérie, qui ne s'est pas sortie de cette maladie de la rente pétrolière et gazière. Pour être simple, l'Algérie est en train en ce moment d'exporter sa richesse et d'importer la pauvreté. Sa richesse, c'est le pétrole et le gaz qu'elle vend à des cours très très hauts, parce que c'est le cas en ce moment, avec à l'heure actuelle 210 milliards de dollars de réserves financières liées à ces ressources pétrolières. Donc l'Algérie exporte à tout va, sans développer son appareil de production industrielle, sans développer ou reprendre le développement de son agriculture. Et pendant qu'elle exporte des richesses, elle importe tout. Donc elle importe sa pauvreté future. Elle importe jusqu'à 90% de ses besoins en consommation. L'Algérie importe de l'huile d'olive. L'Algérie importe de la semoule de blé, importe du lait. L'Algérie, le savez-vous, importe du sable. Les 2/3 de l'Algérie est formé de sable. C'est anecdotique, c'est un peu caricatural, mais oui, l'Algérie importe du sable pour le dispositif de freinage des tramways d'Alger. Pourquoi ne peut-on pas aller chercher du sable en Algérie? Mais parce qu'il y a des circuits d'importation qui aujourd'hui structurent l'économie algérienne et enrichissent les gens qui tiennent le régime, d'une part, et les islamistes, les grandes fortunes islamistes que Bouteflika a remis dans le circuit et qui aujourd'hui contrôlent aussi une partie des circuits d'importation. Et ces gens-là préfèrent importer à outrance, parce qu'ils touchent à chaque fois, plutôt que de développer localement, nationalement, l'appareil productif, agricole ou industriel. Le sable en Algérie est importé d'où? D'Espagne. Mais d'où vient le sable espagnol? Il vient du Maroc. Les Espagnols achètent du sable au Maroc qu'ils revendent à l'Algérie. Et les Algériens en sont un peu vexés, parce que le Maroc, c'est l'ennemi héréditaire de l'Algérie. Eh bien, leur tramway d'Alger, qui est un superbe outil, fonctionne avec du sable marocain importé à travers l'Espagne. Mais ça n'est pas fini. Je vous ai dit que l'agriculture algérienne a été ruinée par le système soviétoïde des années 60, 70, 80, 90, 2000. Le symbole de cette agriculture, c'était la mitidja. Les plus anciens savent le mythe de la mitidja, des marais putrides, insalubres, développés à l'origine par les Romains. Les Romains avaient développé la mitidja. C'était tombé au moment des invasions arabes. Les Français, à partir de 1830, avec des hauts et des bas, remettent en valeur la mitidja au prix de milliers de morts, les fièvres, etc. Tout se met en place, les routes, les canaux. On ne va pas idéaliser, mais en gros, en 62, la mitidja exporte des oranges, du vin, des raisins et du vin aussi, des olives et tout ce qu'il faut pour fournir la base de culture d'exportation. Aujourd'hui, la mitidja est un crève-cœur. Je suis allé en Algérie avec nos lecteurs, j'avais prévu un circuit dans la mitidja, c'était triste à voir. Nous sommes allés, j'avais prévu là aussi une visite instructive dans une usine de jus de fruits. Vous savez que c'est dans la mitidja qu'a été inventé l'orangina. Le docteur, je ne sais plus comment, qui avait déposé le brevet, c'est là où est né l'orangina. La visite d'une usine de jus de fruits des frères Belfard, deux Algériens, quinquagénaires, qui ont développé une très belle affaire. Leur usine de jus de fruits produit des jus vendus dans toute l'Algérie, jusqu'en Afrique noire au Sénégal. Et à la fin de la visite, dégustation de jus de fruits. Et quand même, je dis à M. Belfard, mais M. Belfard, on a vu des machines formidables, des machines allemandes qui produisent des jus de fruits, mais on n'a pas vu beaucoup d'oranges.
Où sont les oranges? Ah, les belles oranges de la Mitidja. Oui, mais où sont-elles? Nous n'utilisons pas d'oranges. Ah bon? Mais d'où viennent ces jus de fruits alors? Et là, un peu gêné, M. Belfard nous a répondu, gêné mais franc quand même, nous a dit, en réalité, nos oranges, nous les faisons avec des extraits d'oranges. Ah bon? Et les extraits fabriqués en Allemagne. Ah bon? Et en Allemagne, l'Allemagne ne produit pas d'oranges pourtant. Non, parce que les extraits fabriqués en Allemagne viennent de, je ne sais plus le terme scientifique, viennent du Brésil. C'est-à-dire que le Brésil exporte le produit de base en Allemagne, les extraits sont faits en Allemagne et vendus aux Algériens qui en font des jus de fruits. Ils mettent de l'eau et du sucre et voilà. Je pose la question à M. Belfard, mais M. Belfard, toutes ces belles oranges que vous avez, pourquoi n'avez-vous pas développé ces extraits? C'est des choix d'avant. Mais pourquoi ces choix, vous n'êtes pas revenu sur ces choix? C'est le gouvernement. Pensez-vous que ce soit possible d'avoir des extraits? Oui, bien sûr. Allez-vous le faire? On verra. Et c'est à l'image des réponses de beaucoup de producteurs qui sont eux-mêmes vexés, qui savent qu'ils pourraient développer. Mais le système qui n'est pas complètement sorti du socialisme, qui a produit les effets ailleurs que l'on sait, le système ne sait pas et ne veut pas surtout se réadapter pour reprendre le développement de production locale, nationale, qui pourrait faire de l'Algérie un géant agricole de la Méditerranée. Il y a de l'eau, du soleil, des terres extrêmement fertiles, il y a des possibilités d'exportation par des ports, je ne parle pas du tourisme, 1200 km de côte, magnifique, et un système hôtelier digne de la Bulgarie. On en est là. L'Algérie est sous-dimensionnée en termes d'hôtellerie. L'agriculture, c'est ça. Simplement, pour aller très vite, un extrait que j'ai mis dans mon bouquin de ce que... est-ce que je vais le retrouver? De ce que disent... Voilà, de ce que disent des auteurs algériens contemporains, pas des Français nostalgiques de l'ère coloniale, non, des auteurs algériens contemporains qui racontent leur pays. J'en cite beaucoup, Boualem Sansal, Yasmina Khadra et beaucoup d'autres, Maïssa Bey, etc. Et là, c'est un extrait des Agneaux du Seigneur, Yasmina Khadra, il avait 7 ans en 62. Et il raconte, alors c'est une scène du bouquin, ces deux héros sont dans la Mitidja, c'est le dialogue. Tu te souviens des vignes qui n'en finissaient plus de se ramifier à travers la vallée, des pluies qui nous obéissaient au doigt et à l'œil. Le bon vieux temps, Hadj, dit-il. Sur ton honneur, n'était-ce pas le paradis? C'est Yasmina Khadra qui parle. Hein. Ils nous ont laissé un empire, nous en avons fait un dépotoir. Je vous lis ça, pas par nostalgie, je regrette que la Mitidja ne soit pas restée cette terre de production, mais tout simplement parce que ce que dit Yasmina Khadra, c'est ce que disent tous les Algériens. Ils sont conscients, ils sont lucides, ils voient l'état de leur production et les dernières décisions du régime ne les incitent pas à l'optimisme. Dans les plans quinquennaux dont sont friands les Algériens, alors là c'est triennal, pardon, 2012-2015, les investissements annoncés par le régime indiquent les choix qui sont faits et donc les choix pour l'avenir, pour les nouvelles générations. 80 milliards de dollars vont être investis sur 3 ans, 2012-2015, sur l'industrie pétrolière, parce que c'est ça qui rapporte. 30 milliards à peine, contre 80, 30 milliards dans l'agriculture et l'industrie. Autrement dit, le processus de paupérisation de l'agriculture et de l'industrie continue aujourd'hui, malgré tous les constats qui sont faits, pas par moi, hein, par les économistes algériens, par les auteurs romanciers, par l'homme de la rue, par le FMI. On continue parce que ce sont des rentrées d'argent qui assurent les circuits d'importation sur lesquels tous les dirigeants du régime touchent. Du régime, mais je vous ai parlé des islamistes. J'ai appris en Algérie, en y allant là, ces 2 dernières années très régulièrement, que la quasi-totalité des produits informatiques qui arrivent en Algérie sont tenus par des grandes fortunes islamistes. Les circuits d'importation sont aux mains des islamistes qui portent cravate ou enfin qui ont la barbe bien rasée et tout. Je ne sais pas trop quel est leur agenda politique, s'ils reprendront un jour ce que le fils voulait faire, mais ils sont en train de s'enrichir et progressivement de contrôler une partie des circuits d'importation. Ces circuits d'importation qui génèrent des milliards de dollars, évidemment, alimentent une corruption exceptionnelle.
L'Algérie, alors c'est pas le premier d'Afrique pour cela, au monde, il y a 3 pays qui battent tous les records de flux financiers illicites, comme on dit. Le premier, c'est le Nigeria, hein, 89 milliards de dollars évalués par l'organisation Transparency International. Le deuxième, c'est l'Égypte, 70 milliards. Et l'Algérie est à 30 milliards de dollars annuels de flux financiers illicites. Bon an, mal an, c'est le même chiffre qui revient. Ça génère dans le pays, à force, une espèce de tolérance à l'égard de la corruption. Hein, je cite tout un ensemble de mots. Tchipa, c'est la corruption, le pot de vin, le bakchich, tout le monde en fait, du petit vendeur de poireaux au coin de la rue jusqu'au général en chef de l'armée, tout le monde touche. J'étais, anecdote significative, j'étais à un dîner d'État lors de la visite de François Hollande les 19 et 20 décembre à Alger. Et nous avons été invités, les journalistes présents, au grand hôtel Horaci, qui domine Alger, à un dîner avec le ministre de la Communication. Il y avait beaucoup de tables rondes avec des invités, donc les journalistes français, mais aussi des invités du ministre de la Communication. Discours officiel du ministre, il parle, moi je suis là assis sagement. À côté de moi, j'ai une dame, la quarantaine, assez élégante, algérienne, qui à un moment me dit comme ça, un peu fort, « N'écoutez pas, il dit que des mensonges. » Je lui fais signe de se taire, je voulais quand même un peu écouter ce que disait le ministre. Je dis « Après ». Elle me redit une phrase du même équivalent et elle comprend que j'ai envie d'écouter le ministre. Applaudissements. Et là, je me tourne vers elle et je dis ben, « Madame, je vous écoute ». Et là, alors on était des tables de 10, il y avait donc en gros 5 Français, 5 Algériens. Et là, la dame, pilote, tous les Algériens commencent à dire « Mais vous les Français, vous êtes naïfs, ils vous racontent n'importe quoi. Lui, Bouteflika et tous les autres, ce sont des mensonges. Et en plus, ils veulent vous donner mauvaise conscience. » C'était à la table. Le ministre était à 5 mètres de moi, c'était à une table d'invités du ministre. La parole se libère, les gens parlent librement, et à un moment je parle de la corruption, et c'est là où je voulais en venir, et je dis quand même la corruption, il faut arrêter ça. Et la dame en question, approuvée par les autres, me dit « Arrêtez ?» Bah, surtout pas. Ah bon, pourquoi? Non, non, nous on ne veut pas qu'ils arrêtent, dans l'idéal ce serait très bien. On ne veut pas qu'ils arrêtent, on veut simplement qu'ils en lâchent un peu plus vers nous. C'est l'état d'esprit, c'est incroyable. Et effectivement, la corruption, comme le dit un des grands professeurs algériens aujourd'hui qui travaille au Canada, corruption est inscrite dans les structures et les fondements du système algérien. Aujourd'hui, c'est tellement enquisté à tous les niveaux, encore une fois, qu'on ne voit pas comment il sera possible, sur une durée courte, d'éradiquer ce fléau de la corruption dont tout le monde profite, pas que les riches du pouvoir, tout le monde, du petit taxieur, c'est le taxi informel, qui doit avoir un papier qui donnera le pot de vin, la tchipa au petit employé, qui lui-même sera taxé pour avoir un papier plus important par son chef de service ou son directeur, et ainsi de suite. Vous voyez ? Voilà comment fonctionne l'économie algérienne, qui est verrouillée par cette rente pétrolière, plombée par ce système de la corruption à tous les niveaux. Eh bien, mon quatrième et dernier point, ça produit dans la société un désenchantement. Vous voyez cette réflexion de mon élégante algérienne quadragénaire, qui ne veut pas que la corruption s'arrête pour en profiter un peu aussi. C'est un peu ça. Le désenchantement vient du fait que les gens ont l'impression que le système est verrouillé et, pardon pour le mot, est vérolé à l'intérieur profondément depuis 50 ans. Et l'avenir des plus jeunes générations, quand on leur pose la question, les diplômés, ceux qui sortent de l'université, et l'Algérie pour ça c'est un succès, hein, le taux d'alphabétisation en Algérie est un des gros succès du régime. Ça a été une priorité dès le départ, comme d'ailleurs dans les régimes soviétiques ou socialistes. L'éducation, c'était aussi façonner les esprits, pouvoir faire pénétrer la propagande. Mais en tout cas, le taux d'alphabétisation n'a pas cessé de monter, et à l'université aujourd'hui, l'Algérie forme des élites. Mais des élites qui sortent, mais qui trouvent quoi? Des bacs plus 5 ou plus 6, c'était le cas de mon taxieur, mon petit chauffeur de taxi, maîtrise de droit.
mais tu n'as pas pu trouver un job, il n'y a pas de job, ou alors il faut partir à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est un grand défi de l'Algérie, et on ne voit pas comment les gens, enfin le régime peut faire, c'est de mettre ou de remettre au travail tous ces gens hyper diplômés qui, ne trouvant pas de travail, font des petits boulots, basculent dans le trabendo. Le trabendo, c'est le marché noir. Avec la corruption, le trabendo est une des maladies chroniques de ce pays. Eh bien, dans le trabendo, vous trouvez des gens de bac-5 à bac+12. Tout le monde participe, parce que c'est une notion de survie. Mais ce système de désenchantement, de marché noir, de corruption, produit aussi en profondeur, et là je ne suis pas capable de vous dire quelle est la nature de la profondeur, si le pays pourra en sortir, est en train de produire un effet dévastateur de destruction de la volonté de travailler. Il est frappant de voir que les gens aujourd'hui perdent jusqu'à l'énergie de vouloir travailler. Il est frappant de voir que l'Algérie importe des milliers de Chinois qui font les routes, les bâtiments publics, pendant que les jeunes Algériens sont adossés au mur et regardent les Chinois travailler. Ça, c'est des images saisissantes qui montrent que quelque chose ne va pas dans ce pays. La perte du goût du travail fait qu'il sera difficile pour le pays de s'en sortir. Alors les jeunes, notamment, ont plusieurs solutions et rêvent ou fuient. Il y a ceux qui se satisfont du trabendo des petits trafics et qui vont vivoter en espérant un jour pouvoir avoir un petit appartement parce que le problème de la construction de l'immobilier est terrible. Les jeunes sont très frustrés, ils n'ont pas d'appartement, donc ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas avoir l'épouse chez eux, donc ils vivent de plus en plus tard célibataires avec des comportements médicaux et sociaux qui ne sont pas forcément les meilleurs. Les jeunes femmes, les jeunes femmes restent de plus en plus longtemps célibataires dans ce pays. Ce qui fait qu'on voit, alors c'est peut-être un bien pour le pays, on voit lentement un tassement de la courbe démographique, même si chaque année on a 1 million de naissances en Algérie, 1 million de naissances, hein, il y a des effets de longue durée qui font que l'Algérie aujourd'hui est pratiquement à 40 millions d'habitants, dans 10 ans elle sera à 50 millions, c'est un géant démographique qui ne nourrit pas ses enfants et qui les pousse vers le rêve ou la fuite, c'est un peu la même chose, alors c'est le Coran, c'est Allah, c'est les islamistes, c'est une forme de rêve. C'est le rêve vers l'Eldorado européen, avec le risque de mort pour ceux qui fuient en brûlant leurs papiers, en montant sur des bateaux de fortune et qui disparaissent. Je donne les chiffres, je ne vais pas vous les dire ici, pour que vous alliez dans le livre pour les retrouver. Il y a des milliers d'Algériens qui disparaissent, qui ont disparu en 10 ans, en 5 ans, entre l'Algérie ou la Tunisie et les côtes, la côte sicilienne ou espagnole. Et puis il y a un autre phénomène, et je vais en finir avec ça aussi, par là, un autre phénomène qui est passé totalement inaperçu en France, en Europe, c'est le phénomène de l'immolation. On a parlé de Mohamed Bouazizi en Tunisie qui s'immole, ça produit la révolution tunisienne. On parle régulièrement des Tibétains qui s'immolent. Qui a parlé des dizaines et des dizaines de jeunes Algériens qui se sont immolés? Quand j'ai commencé à découvrir ça en lisant la presse algérienne, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai pris les quotidiens francophones d'Oran et d'Alger. Tous les jours, il y a des comptes rendus, et notamment les communiqués des grands hôpitaux d'Oran et d'Alger. Et j'ai commencé à lister. À un moment, j'ai arrêté. J'en étais sur les années 2010, 2011 et début 2012 à 150 immolations de jeunes, avec à chaque fois des histoires, parce que les journaux algériens, les quotidiens, font bien leur travail, il y a une certaine liberté de presse, et expliquent le destin de Mohamed ou de Radija qui s'immole, parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle n'a pas les moyens de payer le bateau qui va l'emmener en Italie, parce qu'elle s'estime ou il s'estime ne plus avoir de place dans cette société. 150 immolations, ça n'a pas produit d'effet, parce que le printemps algérien, je vous l'ai dit, a eu lieu en 88, et parce que depuis 2010, 2011, surtout 2011, le régime a très bien compris le danger, et grâce à la manne pétrolière et gazière, régulièrement ouvre le robinet des subventions, on détaxe les produits qu'on importe, bouffées d'oxygène, on augmente de 50% les traitements des corps de fonctionnaires,
policiers, douaniers, agents administratifs. Et ça met un peu de fluidité dans les rapports sociaux, économiques, et ça calme tout le monde. Et comme tout le monde a envie de goûter aussi un peu à la manne qui tombe de l'État de temps en temps, ça contribue à apaiser les colères. Voilà pour ce que je voulais vous dire avec une question, et je finirai par là, parce que je l'ai posée systématiquement à tous mes interlocuteurs, et j'ai eu des réponses, vous allez le voir, très contrastées. Pensez-vous possible que la nouvelle génération puisse contribuer à faire sortir le pays de ce marasme ambiant? Bouteflika finit son 3e mandat en 2014, avril 2014. Première interrogation, se représentera-t-il? On ne sait pas. Dans l'opacité du régime, personne ne le sait aujourd'hui. Repartira-t-il pour un nouveau mandat? On ne le sait pas. Mais la nouvelle génération, c'est ça qui est plus important, qui arrive derrière. J'ai posé la question, et vraiment, sans vouloir jouer le Normand, 50% des réponses, ça a été « oui, la nouvelle génération qui arrive, quand les plus vieux seront partis, ceux qui ont fait la guerre de libération, de type Bouteflika, quand ceux-là seront partis, la nouvelle génération n'hésitera pas à revenir sur des tabous, sur des habitudes mauvaises, parce qu'ils seront libérés de ce poids de la guerre des anciens. » Très bien. Et il y a à peu près aussi 50% qui me répondent en souriant « mais tu es naïf, Frédéric, c'est pas comme ça que ça se passe. » Parce que cette vieille génération qui est aux affaires, elle est en train depuis des années d'associer les nouvelles générations, les cadras, les quinquas d'abord, puis les cadras, leur fait goûter les plaisirs de ce régime d'importation, de corruption, etc., les associe au pouvoir, et ces gens-là vont vouloir pérenniser le système parce qu'il leur sera profitable, pendant que les plus anciens, eux, couleront des jours heureux sans que ce pouvoir sera remis en question. Voilà aujourd'hui où j'en suis. Donc si vous me posez la question, y a-t-il un avenir avec les jeunes générations en Algérie? Je suis incapable de vous le dire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.